tu es dans le monde, dans l'univers radiophonique. Tu as été pendant de nombreuses années, je vais dire un 25-30 ans, tu as été une sommité radiophonique au Québec. Tu étais, entre autres, Monsieur Weekend. À la fin de semaine, on écoutait Mario Lirette à la radio partout au Québec, ou presque, parce que dans la région ici, du moins du Lac-Saint-Jean, là où je pars la diffusion du podcast, il n'y avait pas de radio qui, je pense, te diffusait ici. Mais à travers le Québec au complet, tu es une personnalité connue, Mario Lirette. Donc, merci d'accepter de me parler. Tu dis que tu es à la retraite maintenant. Ça fait combien de temps là, que tu es rendu à la retraite? Ben, je te dirais depuis peut-être 2, 3 ans, là, je prends ça mollo. Je dis, j'ai eu de la difficulté pendant les premiers mois, disons, à verbaliser le mot retraite. Alors, j'ai rajouté un semi juste devant. C'est plus Ouais. facile pour moi de dire semi-retraite parce que moi, comme toi, de la radio, du domaine de la radio et ou de la télévision, là, enfin des médias, c'est une passion plus qu'un travail qu'on fait. Alors, une passion, c'est pas tu peux pas prendre une retraite d'une passion, c'est toute ta vie, tu sais, c'est comme une maladie congénitale. Alors, non, le mot retraite, j'ai rajouté semi, ça aide à passer la pilule. Mais ça fait peut-être 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans max là, que je suis arrêté. Mais en même temps, quand je dis aussi arrêté, je ne suis pas vraiment, parce que je fais encore de la radio les week-ends. Les vendredis, j'ai une chronique au FM 103.3 avec Jean-Yves Lemay. Et le samedi, j'ai ma propre émission sur CNV, qui est une radio qui est sur le web. Alors, puis j'ai beaucoup de demandes aussi. Alors j'en refuse parce que je veux plus travailler. Mais en fait, travailler, je l'ai dit tantôt, c'est pas vraiment du travail, là, mais je veux prendre du temps pour moi. OK. Écoute, Mario, depuis ta carrière, le début de ta carrière, je pense qu'on peut dire que la radio s'est transformée et n'a pas fini de se transformer. Comment tu as vécu la transformation versus le début de ta carrière et vers la fin de la carrière? Ben, on parle de 2, 3, 4, 5 choses différentes. C'est des périodes, c'est des époques, c'est en mouvement. Et la radio, on l'a tué plusieurs fois. Je pense que ça va être difficile à complètement mourir, là, cette affaire-là. C'est un médium d'information d'abord, donc l'information doit circuler. Ensuite, c'est un médium de divertissement. Le divertissement aussi fait partie de la culture. Alors, c'est pas suave. Donc, oui, il y a des transformations. À l'époque où moi, j'ai commencé à faire de la radio, je rajoute entre guillemets par accident parce que j'étais plus cantonné à la télé en 74, 75, 76 où j'ai commencé. Puis la radio est arrivée vers ces années-là, 75, 76. C'était c'était toutes des radios locales. Les réseaux n'existaient pas vraiment. C'était tous des propriétaires privés qui détenaient Indépendant. indépendants qui détenaient des licences AM et FM. Le FM venait avec. Dans mon temps, les licences FM, on les avait automatiquement avec la licence CRTC AM, mais il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de bande FM de fréquence modulée disponible, donc on jouait pas les FM, on mettait de la musique, ce qu'on appelle d'ascenseur. Donc, moi, j'ai un peu commencé là. Ça donnerait, par exemple, tiens, CKMF, qui est devenu Énergie aujourd'hui, Oui. qui est un réseau. Quand j'ai commencé, CKMF à Montréal, c'était CJMF FM. Alors, il n'y a personne qui écoutait ça. Alors, on a mis un Mario Lirette là, inconscient de ce qu'il pouvait faire, à savoir très détendu, avec des possibilités de faire à peu près ce qu'il voulait. Autrement dit, on m'a laissé tout seul en studio pour me dire amuse-toi. Je me Oui. suis amusé. Il n'y avait pas de pression. Tiens Mais ça s'est bien l'antenne, marché. fais de l'argent, fais-nous rentrer de l'argent, bloque du temps, fais du temps en deux pauses commerciales. Je comprenais même pas, moi, la question de l'argent dans tout ça. Moi, j'allais là pour m'amuser, tout simplement. On m'avait dit amuse-toi. Alors, je m'amusais. Et quand je m'amusais plus, je levais la main et je disais, je m'en vais chez nous. Puis là, on me rajoutait de l'argent sur la paye pour me dire, tu vas rester. Moi, je comprenais pas. L'argent ne m'a jamais intéressé, moi, de toute façon. OK. J'en ai fait, comme tout bon animateur qui a un succès, mais c'était pas ça qui m'intéressait d'abord. C'était d'abord d'avoir du plaisir à faire ce que je fais. Alors oui, ça marchait bien.
Puis ensuite, ben, ça s'est racheté l'un l'autre, c'est devenu des réseaux. Et puis là, ben, les comptables sont arrivés avec le crayon dans le party. Puis là, ça a tout scrappé. Parce que eux autres, les comptables, eux autres, ils parlent de chiffres. Eux autres, ils veulent des résultats. Eux autres, ils veulent des... Tu comprends? Ouais. Alors, ils veulent des codes d'écoute. Vous entendez parler de sondage. Tantôt, on parlait évidemment, avec Trump, tu parlais de politique. Mais les sondages radio, ils les regardent. Les politiciens disent qu'ils ne les regardent pas, mais ça, je ne le crois pas. Mais Non, c'est ça. les sondages radio, on paye pour ça. Oui. Alors, on les regarde. Tu ne payes pas un sondeur pour pas l'analyser. Alors, eux sont là pour regarder les sondages, alors que toi, ben, tu fais ta radio pour t'amuser. C'est venu foquer à patente, Hey, entre guillemets. question par rapport au sondage, parce que, écoute, tu as commencé à faire de la radio avant ma naissance. Je suis né en 1976. Je suis quand même rendu un pas pire vieux bonhomme à 48 ans. J'ai du blanc sur la barbe, tu sais. J'en ai vécu quand même, mais moins, évidemment, que quelqu'un comme toi qui est rendu à la retraite. Moi, j'espère qu'il me reste une couple d'années dans le corps. Mais par rapport au sondage BBM, moi, à ma souvenance, tout le monde, tu sais, moi, je suis originaire du marché de Québec, fait que, tu sais, dans le temps, que c'était CHRC 80, que c'était justement Chic ou que c'était le FM 93, tout le monde s'est toujours dit numéro un. Même aujourd'hui, certains maintenant apportent certains barèmes. La station numéro un musicale, la station numéro un radio parlée. Il y a maintenant certains barèmes. Des fois, tu as un outsider qui nous dit nous sommes la radio numéro 2. Là. Je pense que c'est Weekend qui l'avait fait à Québec. Là, j'avais trouvé ça intelligent. Mais est-ce que, depuis que tu as vu passer pratiquement le début de la radio FM, est-ce que de ton bord, tu as toujours vu les stations de radio toujours se dire numéro 1 ou ça a pris une couple d'années avant que ça arrive, ça? Non. Tout le monde se dit numéro 1 depuis toujours, à savoir, tu l'as bien dit, là, numéro 1 chez les femmes, numéro 1 chez les hommes, numéro 1 chez les 18-34, numéro 1 sur les 35-42, 45, ensuite numéro 1 chez les manchots, numéro 1 chez les cul-de-jatte. L'idée, c'est d'être numéro 1, tu comprends? Alors moi, ça vient de moi à Montréal, je ne sais pas s'ils l'ont repris à Québec, mais moi, j'ai toujours dit, je suis numéro 2, tous les autres sont numéro 1. Alors, c'est pas important. Ça, pour nous, c'est pas, pour moi, ça ne l'a jamais été, quoique j'aimais bien recevoir mes bonus comme tout le monde. Oui. Mais non, tout le monde a toujours dit numéro 1. Puis en même temps, ça fait partie de la game, mais ça change quoi? C'est tellement devenu dilué dans l'historique là, que les gens s'en foutent que tu sois numéro 1. Tu sais, la radio, l'auditoire, là, c'est une question d'habitude. Ils t'aiment ou ils t'aiment pas. S'ils t'aiment, ils restent là. S'ils t'aiment pas, ils s'en vont. Ta durée de vie n'existe que sur un toucher de bouton. Oui. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, paye Saint-Piton, t'existe plus. C'est le bouton rouge à Washington, c'est la même maudite affaire. Alors, moi, je me nerve pas avec ça. Moi, là, je fais de la radio depuis tellement longtemps, puis curieusement, puis j'en apprends encore tous les jours sur moi et sur la radio, je me rends compte que les auditeurs qui me regardent ou qui m'écoutent présentement, même à mon âge presque vénérable de 72 ans, sont les mêmes qui m'écoutaient à CKMF en 1982. Oui. Alors, ils suivent. Les gens te suivent. Oui. Hein? Bon, je veux dire, le gros arcade retournerait à la radio, le monde le suivrait. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, moi, j'ai fait, dans mon passage, j'avais commencé à Rock Détente faire des décrochages réseau la fin de semaine dans le temps. J'ai fait de la radio à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai encore du monde qui, dans le podcast aujourd'hui, sont de Sainte-Anne-des-Monts. Je sais qu'il y a une personne de Sainte-Anne-des-Monts qui m'écoute régulièrement. Et... Absolument. Gilles Parent va se promener, tout le monde va le suivre. Oui, oui. Bon, c'est ça la radio, tu sais, c'est-à-dire tu plais à des gens comme tu déplais à d'autres. Ouais. Ça n'a pas changé. Alors, oui, la radio évolue, mais la radio ne mourra pas, tu sais. Video Kill the Radio Star, ça m'a tellement fait rire quand c'est sorti. Vous nous tuerez jamais. Qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est pas le monde qui vont nous tuer. C'est les administrateurs, les petits de crayon qui n'ont jamais fait de crise de micro de leur vie, puis qui viennent de dire comment ça fonctionne. Oui, ça, dans ma carrière, j'en ai pogné une coupe dans ma vie. Là, moi, je les mettais dehors de mon studio. Je dis, regarde, tu me sacreras dehors après mon show. Là, présentement, c'est moi qui mène dehors. Oui. Oh, oui. Oui, ça, c'est sûr à travers ça. Mais j'avais quand même
32 parts de marché à Montréal. Je veux dire, quand tu as 32 parts à marché, là, 32 parts de marché à Montréal, là, je veux dire, ils ne te parlent pas de la même manière. Ils ne te parlent pas de la même manière qu'ils parlent à l'épicerie qui arrive. Au nombre de stations de radio qu'il y a dans le marché montréalais, 32 parts de marché la fin de semaine, c'est majeur, là. C'est majeur, majeur. Mais ça veut dire que pour expliquer aux gens c'est quoi 32 parts de marché, c'est quand tu t'en vas chez Maxi, puis tu regardes la rangée de bouteilles de 2 litres de liqueur, OK? Puis qu'il y en a plafond plancher, là. Puis là, tu as toutes les marques, là. Ça veut dire que 32 des bouteilles de liqueur, c'est la bouteille de liqueur de la même marque. C'est la liqueur Mario Lirette. Puis toutes les autres se battent dans le restant. C'est majeur, là. Ça fait diluer pour le restant. C'est très gros, 32 parts de marché. Ah, c'est immense, c'est immense. Ça fait peur. En même temps, nous, moi, en tout cas, je veux dire, les 32 parts de marché à Rythme FM où j'étais pendant 21 ans, il y avait Véro qui avait ça, Julie Bélanger, il y avait moi, puis je pense les grandes gueules à Énergie, puis Paul Arcand ailleurs le matin à 98.5. Je parle du marché montréalais, là. Puis même à Montréal, c'était réseau, c'est pour certaines émissions. Moi, je n'étais pas réseau. J'étais réseau à rythme les week-ends, quand les fêtes, là, puis ces trucs-là, les journées fériées. C'est pour ça que quand je vais en Gaspésie, je signe encore des autographes, parce que les gens m'écoutaient même en Gaspésie. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est à cause des réseaux, mais j'ai commencé à l'époque où les réseaux n'existaient pas. Ouais. Mais effectivement, 32 parts, là, moi, je me souviens de l'époque où on était sondé en BBM. J'avais 132 800 auditeurs au quart d'heure. Je veux dire, c'est une affaire de fou. Là. Ça arrive plus aujourd'hui. Moi, j'ai toujours fait, Mario, un parallèle entre l'univers radiophonique et l'univers du hockey en disant que un animateur de radio, ça se fait jeter comme on décide d'échanger un joueur de hockey, sauf que ça n'a pas le salaire. C'est-tu juste une analogie que je fais moi-même qui est plus ou moins vraie ou tu as toujours eu un peu cette idée-là en arrière de toi aussi? Je fais exactement la même analogie que toi. J'ai toujours dit ça à tout le monde, à tous ceux et celles qui veulent faire de la radio. Si tu veux faire de la radio, tiens-toi d'une station de radio. Si tu veux jouer au hockey, tiens-toi d'un aréna. Alors, l'analogie, pour moi, c'est la même. Effectivement, il y a des équipes, puis il y a des joueurs qui s'échangent, puis il y en a qui gagnent plus, puis il y en a qui gagnent moins, puis il y en a qui réussissent pas, puis il y en a qui se font échanger parce qu'ils ne font pas de job. Il y en a qui font des carrières de 2 années. Il y en a d'autres qui vont faire des carrières de 10 ans, 15 ans. Alors, c'est exactement la même chose pour moi. Ouais. L'analogie est parfaite. Le hockey et la radio, c'est pareil pour moi. Comment ça s'est passé, le fait, parce que là, comme tu dis, tu es en ta pré-retraite. En même temps, tu as toujours ce désir-là de faire de la radio. Comment ça s'est passé? Parce que tu as fait les manchettes, tu pourras en parler si tu veux en parler dans les dernières années. Mais à la base, la transition entre dire j'ai un micro et j'en ai plus aujourd'hui, comment cette transition-là s'est passée pour toi qui est connue maintenant depuis à travers le Québec au grand complet? Ben, ça s'est passé tranquillement, autant qu'on puisse parler de tranquillité dans mon cas, parce que j'ai toujours été tu l'as dit, une figure publique de par mon métier, puis ensuite, j'ai toujours été vu comme une espèce de bad boy, tu vois. Alors oui, il m'en arrive des aventures, mais tu comprends qu'à Montréal, ils sont plus à la recherche, je parle des journaux, ils sont plus à la recherche des à côté des animateurs. C'est bien le fun d'un animateur ou un acteur, mais parler de son travail, ça devient redondant, alors que parler de ses frasques, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, quant à moi, s'il m'arrive de faire un pas de côté, ça va sortir dans le journal. Que ce soit moi, Michel Richard, ou je peux en nommer d'autres, là. Je prends la plus connue de celle qui a eu plus souvent de front page à cause de ses incartades. Oui. Mais moi, à quelque part, ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas la première fois que je fais les front pages des journaux à Montréal pour toutes sortes de choses, en particulier ce qu'on appelle les conduites avec faculté affaiblie d'une part, puis ensuite, la dernière chose qui m'est arrivée, je me suis retrouvé en prison pour avoir suivi un criminel et avoir fermé les yeux. J'ai plaidé coupable à une accusation d'aveuglement volontaire. Évidemment que
C'est pas sorti comme ça dans les journaux. Je suis sorti comme un fraudeur professionnel, ce qui n'est pas le cas. Alors que, donc, pour répondre à ta question, moi, qui sais exactement ce qui s'est passé, je marche la tête droite, la tête haute, je ne me cache pas et le public me respecte. Je le vois en me déplaçant dans des lieux publics ou dans des cocktails ou dans des garden parties, comme par exemple le week-end dernier. Mais les gens viennent encore vers moi pour me saluer. Il n'y a personne qui me pointe du doigt. Alors, cette transition-là de vedette, entre guillemets, de la radio à renégat, pour moi, là, n'existe véritablement pas. Je sens encore le respect du public. Comme je le disais tantôt, les gens t'aiment ou ils t'aiment pas. Ouais. Ceux qui te suivent depuis 40 ans, dans mon cas, et plus, ben c'est ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment pas ne m'aimeront pas plus demain matin qu'aujourd'hui ou qu'hier. Tu comprends? Alors, puis en même temps, pour en rajouter un peu, tout ça est arrivé à la fin de la carrière. Si c'était différent, si c'était arrivé en début de carrière, j'en conviens, tu comprends? Oui. Même qu'en début de carrière, il m'en est arrivé des trucs. Mais je suis capable de le supporter. Puis qui disait, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ça faisait aussi l'affaire de bien des gens qu'on parle de moi. Mm-hmm. Même si c'était souvent pour du côté négatif. Mais aujourd'hui, quand je me promène, il n'y a personne qui me traite de bandit ou de voleur ou de fraudeur. Au contraire, on me dit, hey, c'est Mario. Comment ça va? On sait que tu as eu des problèmes, mais on est là, on comprend. Ouais. Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis incapable de voler 500 à quelqu'un ou d'organiser une fraude, quelle qu'elle soit. Comment, c'est pour les gens qui me connaissent. Comment as-tu vécu ça quand tu me parles justement de comment ça a sorti dans le journal avec tes accusations, tu as plaidé coupable, ou toi, tu connais l'histoire d'un côté, tu l'as vécu, tu sais comment ça s'est passé, et comment ça a sorti dans le journal. Comment as-tu vécu ça, cette exagération médiatique-là? Moi, de mon côté, je suis un chat. Je suis capable d'en prendre. Quand je me sens blessé, je vais me cacher en dessous du lit, je vais me laisser le bobo, puis je vais ressortir de là quand je vais aller mieux. Je suis capable de vivre ça. C'est surtout quand tu penses à tes enfants que c'est plus difficile et délicat, tu comprends? C'est eux qui sont pointés du doigt. Souvent, les gens ne viendront pas me voir en pleine face pour me mettre le doigt sur le nez et me dire, toi, t'es un hostie de crosseur. Mais ils vont aller dire à mes enfants, ton père, c'est un crosseur. OK. Tu comprends? Les gens sont plus comme ça. Ouais. C'est ça que je te dis tantôt, il n'y a personne qui m'écœure. C'est peut-être par gêne ou par respect, je ne sais pas trop, mais je ne vois pas d'animosité envers moi nulle part. À moins que je sois bien naïf, quoi que je le suis, pour avoir suivi un bandit. Mais en même temps, là, pour certaines autres choses, je ne crois pas être autant naïf. Mais c'est les enfants. Pour répondre à ta question, c'est plus délicat pour eux. Et pour moi, ça me fait plus de quoi. C'est plus difficile à supporter quand on sait que les enfants doivent vivre avec ça, tu comprends? Mais pense à Véro. Quand Guy s'est fait ramasser par la justice, Véro s'est tenu debout. Oui. Il a dit, écoute, c'est mon père pareil. Oui. Que je fasse? J'ai pas le choix d'être à ses côtés. Faire? Ou encore Guy Lafleur avec son gars, tu sais, c'est un autre exemple. Bon, il y en a plein d'exemples comme ça. Alors, il faut vivre avec ça. Puis moi, c'est pas ça qui va me faire mettre à genoux. Tu peux mettre un homme à genoux, mais tu peux l'aider à se relever aussi. Ouais. Il y en a qui vont le faire tout seul. Moi, j'ai mis souvent un genou par terre, puis j'ai pas honte de le dire, mais je me relève tout le temps, me tiens debout. Tu sais, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas violé d'enfant. Je sors de 2 ans de prison, je suis encore présentement, je suis encore en probation, puis je peux te dire que j'ai vu en prison, puis pas la plus simple, là, je suis allé à Bordeaux, dans une prison centenaire. Ouais. 1908, on ne l'a pas rénové pour garder le patrimoine, alors c'était pas joyeux vivre là. C'était pas formidable tous les jours. Laisse-moi dire que la zoothérapie, là-bas, le programme zoothérapie, c'est vivre avec un animal de compagnie. Ça veut dire une coquerelle ou une souris ou un rat dans ta cellule. Alors, bon, tout ça pour te dire... Faut pas que je ris. C'est drôle. Non, mais c'est drôle. J'en ris. Mais en même temps, pour moi, c'est devenu une expérience. Ouais. C'est une affaire que j'ai vécue. Mais je ne retournerai pas là jamais de ma vie. Ouais. Je n'avais pas d'affaire là. Je pensais que j'irais là pour 4 mois. J'en ai fait 8 pleins, plus 8 mois en transition.
Puis là, j'en ai encore pour un autre. Là, il m'en reste 2, là, mais j'en ai eu pour 8 mois à les rencontrer dehors, à tous les 2 semaines, montrer patte blanche. Ils sont sûrs qu'ils sont pas sûrs, mais ils regardent mes comptes, ils regardent si je transfère pas des millions, ils regardent si je suis pas en train de crosser le public ou le système. Mais je passe pour un criminel, mais j'ai plaidé coupable. Plaidé coupable parce que mes avocats m'ont dit, ferme ta gueule, plaide coupable, ou donne-nous un autre 100 000, on va t'aider. Ça m'a coûté 300 000, le parquet. C'est assez. J'ai dit, moi, plaidé coupable, on va faire 4 mois. J'en ai fait 8. Puis 8 autres. Puis là, j'en fais 8 autres. Oui, je comprends. Dans un système qui est assez spécial. D'ailleurs, j'en ai profité pour écrire 400 pages en dedans. Un livre qui va sortir à un moment donné. Sur ta vie. Pas ma vie, c'est sur l'aventure laquelle je viens de vivre. OK. C'est-à-dire, au moment où le juge me dit, Monsieur Lirette, je vous condamne à 2 ans ou 1 jour, bonne chance, à partir du moment où on te met les menottes jusqu'au jour où je suis sorti de Bordeaux. 8 mois pleins, 400 pages. OK. Alors, pour moi, c'est devenu une expérience. Puis qu'on en parle pas, je m'en fous. Je vais donner des conférences là-dessus. Ne faites surtout pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire d'être naïf et de fermer les yeux. Mais je voulais revenir sur le système. Le système est tellement fait de façon de rectitude que les jeunes intervenants, je dis les jeunes parce que bon, il y a quand même une différence d'âge entre eux et moi, qui ont à peine 24-25 ans, sortent de l'université avec bordé de diplômes de sociologie, de criminologie, n'ont pas de discernement. Tu es un criminel, tu dois agir en criminel, et si tu ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, tu ne sortiras pas de prison. Même si tu es là s'ils te demandent de t'ouvrir, tu comprends, ils veulent que tu t'ouvres, ils veulent que tu parles. Et le conseil que je te donnerais, c'est ferme ta gueule. Parce que ils écrivent tout ce que tu dis, puis si tu leur dis la vérité, si c'est pas ce qu'ils veulent entendre, ben ils gèlent. Alors, c'est un système sans discernement. J'en ai pas contre les juges, contre la justice, j'en ai pas contre le fait que je suis pas en crise parce que je me suis fait pogner. J'ai embarqué dans la game, j'ai plaidé coupable sous les recommandations de mes avocats qui croyaient qu'en tant que bon citoyen que je suis, je ne ferais que 4 mois. Eh bien, ça n'a pas marché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis allé leur dire la vérité, ils n'ont pas aimé la vérité. Merci. Je te donne un exemple. En transition, là, on s'assoit un soir et on dit, l'intervenant dit, OK, on va parler un peu. Parlons d'intimidation. Alors, Mario, qu'est-ce que l'intimidation? Ben, moi, l'intimidation, c'est toi. Là, il me demande comment. Ben, si je fais pas mon lit, tu me menaces de me retourner en dedans. Si je rentre pas à 11 heures, tu me menaces de me retourner en dedans. Si je mange pas tout mon repas, tu me menaces de me retourner en dedans. Tu m'intimides? Ben ça, il n'aime pas ça. C'est pas la réponse qu'il voulait, hein? Ouais. C'est pas ça qu'il voulait. Ça m'a mis un rapport négatif. Le commissaire n'a pas sorti. Alors voilà, donc tout ça est devenu une expérience. Oui, écoute, c'est gentil pour toi c'est gentil de prendre la peine de t'ouvrir comme ça. Moi, j'entends des choses que j'ai jamais entendues de Mario Lirette, puis j'apprécie cette ouverture-là que tu as avec moi. Je veux revenir dans le fun un peu. Parce que, écoute, la radio, c'est une carrière, c'est long. Moi, je me souviens très bien à une certaine époque que je n'étais pas encore dans les années 90, qui, on pourra dire, d'une certaine façon, tu pourras élaborer là-dessus, aura été les belles années de la radio parce que les animateurs radio de partout au Québec, dans toutes les régions, étaient pratiquement aussi populaires que des rock stars à ce moment-là. Ils sortaient avec le côte de cuir, puis écoute, c'était des machines de guerre, c'était des machines marketing incroyables, les animateurs de radio. Ils étaient en mesure d'aller chercher des foules à ces époques-là. Tu as vécu ça, tu as aussi vécu l'après Rockstar dans les années 2000-2010, où là, l'animateur de radio, son statut de rockstar a descendu à un autre niveau. Moi, j'ai jamais vécu en tant qu'animateur. J'ai commencé, écoute, 2010, là, fait que j'ai jamais vécu cette époque-là, mais c'était toute qu'une époque. Parle-moi de l'époque de Rockstar et de la suite.
Ben, toi, tu parles des années 90, je ne veux pas te reprendre, mais je parlerais plutôt de la fin des années 80, OK. début 90. OK. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, effectivement, les animateurs de radio que l'on était, puis là, je parle de ceux de Montréal en particulier, mais à Québec aussi, là. C'est pareil, là. Quand il y avait des discothèques, tu en avais une qui s'ouvrait une par semaine à Montréal, dans le temps, puis une par semaine à Québec, puis une par semaine à Trois-Rivières, là, Ouais. dans ces années-là. Fait que ça prenait des animateurs de radio qui étaient les plus populaires. C'était pas le chanteur vedette qui avait un numéro 1 au Billboard. C'était l'animateur. Aujourd'hui, tu vois des David Guetta qui remplissent des stades puis ils spinnent des plates, là, dans le terme qu'on connaît, toi et moi, dans la radio. Spinner des plates, pour les gens qui ne savent pas, c'est tourner des disques sur 2 tables tournantes puis mixer. Oui. Alors, aujourd'hui, ils spinnent des plates devant le monde, ils tournent des boutons pour ajuster des sons, ce qui est un peu ridicule à mon avis, parce que bon, l'intelligence artificielle peut le faire tout seul, mais ça remplit des stades. Alors, on était l'équivalent dans les années fin 80, début 90. Je me souviens, Alain, mon petit et moi, entrer dans une discothèque un soir où on n'animait même pas. Ça a pris une demi-heure juste se rendre sur le stage, là, où on nous a demandé de monter pour saluer la foule. Alors, on était accompagnés de bodyguards quand on rentrait dans les discothèques. On nous transportait qu'en limousine avec le champagne. Douglas rentrait là avec sa cour. Il était toujours accompagné de 5, 6, 10 personnes. Commandait du champagne, se trempait les lèvres à peine. Faisait 3-4 apparitions en une demi-heure sur la scène, donnait des cadeaux, puis partait avec son 300-400 piastres. Mais Douglas, il en faisait 3 par soir, de même des clubs, tu comprends? Alors que nous, on en faisait un parce que nous, les caves, on s'accrochait dans la cocaïne, puis dans l'alcool, puis dans les femmes. Fait qu'on sortait plus de là, mais on chargeait 800. Ouais. Ça fait qu'on en faisait 3 par week-end. Ouais. On faisait de l'argent. Écoute, c'était effrayant. Mais tu avais des Guy Aubry, tu avais des Rock Denis, Douglas, tu avais du côté assez quoi, tu avais Michel W. Duquet. On était des grosses pointures, on avait des grosses radios, puis on remplissait les bars. On pouvait changer le moton qu'on voulait, on était payé en cash. C'était une époque complètement éclatée à se demander, mais dans quoi est-ce qu'on est embarqué? On roule à 300 000 à l'heure, puis on était bien mieux d'avoir les running shoes bien attachés. Parce que quand des running shoes à 300 000 à l'heure, d'une curve, tu peux te faire mal. Ça nous est tous arrivé. Toute la gang que je t'ai nommée, là, il en reste à peine 2 ou 3 de vivants. Oui, OK, oui. On a perdu des femmes, on a perdu de l'argent, on a perdu de la santé, on a perdu des jobs, on a tout perdu, mais on roulait. C'était fou. C'était sexe, drogue et disco. Comment le déclin est arrivé de cette époque-là? Ben, je pense que c'est dû au fait que, d'abord, je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, quand la direction s'est mise à faire plus de calculs parce qu'ils ont vu les possibilités de l'argent, alors les autres, ils ont voulu fine-tuner la radio à leur image, c'est-à-dire à l'image de leur portefeuille, puis se sont mis à jouer dans le contenu. Tu comprends? Eux autres, il y avait le contenant, puis là, quand ils ont voulu jouer dans le contenu, puis ils ont commencé à nous obliger à moins faire ci, à faire plus ça, à faire attention à ci. Ils nous ont mis au lieu qu'ils nous laissent lousses comme on l'était, parce Yves Guérard était notre directeur général. Écoute, il n'y avait pas 40 ans, puis nous, on en avait 29, 30, puis on lui demandait, mais où est-ce qu'on s'en va? Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a construit un avion en plein vol. À cette époque-là, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. On profitait de l'envol. Et puis, on s'est résumé à 45 000 pieds, à flyer à 700 km/h. Là. Jusqu'à un moment donné, il a fallu que l'avion atterrisse parce que, pas qu'on a manqué de gaz, mais la direction a collé le pilote et a dit « Atterris, il faut qu'on change les pneus ou qu'on peinture l'avion. » Oui. Alors, quand ils sont mis à toucher à l'avion, ils ont fine-tuné l'avion puis ils ont tout scrappé. Ouais. Alors, c'est quand l'argent est arrivé dans le portrait, quand les stations ont commencé à se faire acheter, parce qu'il en rentrait de l'argent, là. Avant, les FM, les AM qui fonctionnaient, quelques stations à Québec, à Trois-Rivières, dans les villes majeures, les propriétaires étaient très heureux parce que
il y avait le monopole de la ville. Tu sais, quand ton antenne fonctionne, tes vendeurs, ils ont juste à répondre au téléphone. Il faut comprendre, pour ceux qui ne le savent pas, qu'une radio, c'est une machine à imprimer des sous, comme un journal à l'époque. Maintenant, on peut parler d'Internet, là, c'est l'équivalent. Mais la radio, c'était payant. Une part de marché à mon époque, là, dans les années 80, ben, peut-être même en 2000, ça valait 900 000 à Montréal. Yeah! Aujourd'hui, ça vaut 1 million. Alors, quand je te disais tantôt que je rentrais 32 parts de marché à Rythme FM, je rentrais 32 millions par année. Ouais. Tu comprends? Aujourd'hui, on parle plus de la même chose, là. OK. Mais c'est ça. La radio bouge continuellement, va continuer de bouger. Aujourd'hui, tu comprends? Aujourd'hui, il y en a de la relève. À un moment donné, il n'y en avait pas. Je ne veux pas le vanter, mais mon fils est assez quoi, puis il fait une maudite belle job avec Kim Ross et avec Martineau. Ils sont excellents sur le retour, mais ça devient une denrée rare des anchormen comme toi, comme moi et comme lui, de plus en plus rare. Hey, Alors, il va falloir les protéger. faut que je parle de ça une couple de secondes. Ça n'a pas de Saint-Maudit bon sens. Ouais. Ton gars, L'anecdote, il a fait tomber un gouvernement, t'en reviens pas de celle-là. hey, ton gars, Phil Lirette, était à Énergie. C'était-tu à Trois-Rivières? Non, il était à Montréal. Il était à Montréal? Ah, je pensais pas. Ouais. Je pensais qu'il était en région. OK? Non. Pour les auditeurs, le gars de Mario, peut-être que les gens vont s'en rappeler, l'histoire de l'épicerie à 75$ de Philippe Couillard, qui a fait déraper une campagne électorale. Philippe Couillard, à ce moment-là, était le premier ministre. On était en élection, demandait un autre mandat à la population. Et Phil Lirette, dans une radio musicale qui était CKMF à Montréal, dans le fond, Énergie Montréal, c'est ça? Oui, c'est ça. Il était à Énergie Montréal. Tu sais, une entrevue, là, ben peinard, avec des questions qui sont pas supposées être serrées à la Paul Arcand, là, tu sais. Il demande, c'est que vous achetez avec 75$? Elle lui dit, comment ça coûte une épicerie? Puis là, il répond, 75$, mais il était complètement dans le champ gauche. Il a demandé s'il pouvait faire l'épicerie pour 75$. Couillard a répondu oui. Oui, exactement, c'est ça. Ah! Ça Ça a dérapé sa campagne, puis il a perdu ses élections, puis on a mis ça sur le dos de Philo. On n'a pas tout à fait tort de le faire non plus. C'est un bon coup pour sa carrière d'un, mais même Philo ne l'avait pas prévu, celle-là. Lui, Philo, il fait de la radio comme son père. Il improvise. Il n'y a rien de préparé, sauf quelques notes, évidemment, pour le besoin de la cause. Mais Philo n'avait pas préparé cette question-là. Elle est sortie tout simplement toute seule dans la conversation. C'est ce qui a fait le moment. Puis souvent, les meilleurs moments en radio, comme en télé, j'imagine, sortent quand ils ne sont pas prévus. Ben oui, c'est parce qu'à la base, quand tu es à l'écoute de la personne que tu interviews, ton invité, si tu es à l'écoute, là, il te pop des choses dans la tête. Si tu l'écoutes, puis ben la conversation, des fois, amène ailleurs. Mais on n'est pas tous des guillas qui ont juste des questions écrites sur papier puis qui n'écoutent pas leur invité. Il y en a qui les écoutent. Absolument. C'est d'ailleurs le secret. Moi, j'ai appris à écouter mon invité parce que moi-même, je ne sais pas si tu as remarqué, je parle un peu beaucoup. Et puis, j'avais tendance à parler, puis à parler, puis à parler. Mais Chris, ferme ta gueule. Ta job, c'est de poser la question puis d'écouter la réponse. Alors, moi, j'ai appris. Ça fait au plus de 40 ans, si ce n'est 47 années que je fais de la radio. Puis ça m'aura pris peut-être une vingtaine d'années à comprendre qu'il faut que j'écoute. Puis ça marche. Oui. Alors oui, non, mais tu comprends, c'est des petits conseils comme ça qu'on donne au suivant. Alors, Philo étant mon suivant, ben, j'en ai donné quelques-uns des conseils, mais en même temps, j'ai pas à me mêler de ses affaires. Il fait une belle job tout seul, puis il était un peu tombé dedans quand il était petit. Je me souviens qu'il me suivait partout dans les studios radio, dans les studios télé. Même que quand il est né, il sortait de l'hôpital à sa naissance, je pense qu'il y avait 3 jours, 4 jours. Il était dans un Moïse, et puis il était dans ma loge au Théâtre Laurier, alors que je jouais une pièce, une pièce de théâtre avec du monde, avec des gens que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui, peu importe. Mais il était dans ma loge, et pendant que j'étais sur scène, les actrices s'occupaient de lui en coulisses. Alors, c'est un enfant de la balle, cet enfant-là. Alors, aujourd'hui, je suis très fier de lui. Il fait une belle job. Puis, comme je le disais tantôt, ben, il fait partie de la relève, parce que la relève, il n'y en a vraiment pas beaucoup de cette relève-là. Je trouve que malheureusement, à Montréal, on a l'esprit étroit.
On devrait aller voir en région où il y a des perles. Tu comprends? Mais c'est toujours une question de décision du directeur de la programmation. Tu faisais l'analogie avec le hockey tantôt, ou là même on pourrait faire l'analogie avec le soccer ou le football en Europe. Ben, c'est toujours le sélectionneur qui décide. Alors, le sélectionneur, il a toute la responsabilité d'avoir une bonne équipe sur les épaules, ce qui est logique aussi en radio. Mais en même temps, un sélectionneur radio va prendre les gens qu'il connaît. Si le sélectionneur vient de Montréal, il va prendre des gens de Montréal ou peut-être occasionnellement une personne en région. Mais ça, je trouve ça un peu malheureux. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est fait de même. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu de gala, comme la 10, par exemple, ou comme les Gémeaux, qui récompensent les acteurs et ou la musique pour les animateurs de radio. Ce serait impossible parce que si on mettait par exemple, Patrick Bourget contre Paul Arcand, t'as aucune chance. Non, c'est ça. Même si tu es excellent, sinon meilleur que Paul, sans vouloir te vanter, tu fais une pas pire job. Merci. Mais en même temps, même Mario Lirette n'aurait pas de chance contre Paul Arcand. Il y a eu un gala qui s'appelait le gala Métro, je me souviens, dans les années 80. Métro Star, où il y avait eu une catégorie radio. C'était Pierre Pasco, Michel Baudry et Mario Lirette en nomination. Une fois, j'ai eu une nomination dans cette catégorie-là dans ma vie, puis j'ai pas gagné contre Pierre Pasco, qui était assez cassé à l'époque. C'était une grosse pointure. Alors, si on faisait ça aujourd'hui, on pourrait pas y arriver à cause, justement, des auditeurs qui sont plus nombreux dans les grandes villes qu'en région. Alors donc, j'ai l'intention de remédier à ça, et là, je te donne un scoop. Surveille tes courriels, tu vas recevoir de quoi en septembre, parce que tous les animateurs de radio professionnels qui sont en ondes ou qui ont été en ondes de façon professionnelle à la radio comme à la télé vont être invités à faire partie d'un club, le club des animateurs radio-télé, qui va devenir le CART. Et c'est juste drôle d'appeler ça le CART, parce qu'on sait ce que c'est qu'un CART. En radio, pour nous autres, c'est un terme technique. C'est une cassette. Alors, le CART va exister pour avant Noël, donc on va juste se retrouver entre nous. J'ai appelé ça un club pour ne pas faire peur aux propriétaires de réseau, pour ne pas qu'ils pensent qu'on est un syndicat, qu'on arrive avec nos bottines pour changer la paye puis changer les conditions. Alors, le club, c'est une coche en haut du cercle des fermières. On fait pas peur à personne, Chris. On est juste des chums qui se regroupons pour se reconnaître entre professionnels. Tu disais club de hockey tantôt. Ben, c'est vrai qu'un gars qui joue pour le Canadien peut être bien chum avec un gars qui joue pour les Kings de Los Angeles. Oui, sans animosité. Alors, moi, je veux qu'on se retrouve 3-4 fois par année pour se prendre un café, discuter, s'entraider s'il le faut, même monétairement, se trouver une liste de postes ouverts, s'échanger des émissions, se voter la meilleure émission, se voter le meilleur bulletin de nouvelles, se voter la meilleure intro poteau, se voter plein de trucs et se remettre des trophées, mais entre nous. Parce que le public ne peut pas s'ingérer dans ça. Le public, je l'ai dit tantôt, le public de ton coin de pays, à Saguenay, peut pas voter pour quelqu'un qui fait de la radio à Actonville. C'est ça. Actonville, tu comprends? Parce qu'ils ne le connaissent pas tout simplement. Alors voilà, je vais remédier à ça. Ça fait des années que j'y pense et le CART sera en fonction là, dans les prochains mois. Surveille ça, tu vas en faire partie, j'en suis convaincu. Oh, wow, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est bien hot. Je trippe. J'ai des frissons. Je trouve ça trippant au bout. Ça va être le fun parce que tout le monde va avoir la parole, tu comprends? Il n'y a plus de région là, dans mon club. Là. Il n'y a plus de région. Le gars qui fait de la radio ce matin à Gaspé, à Percé, peu importe où il est, à Thunder Bay, ça c'est pas en Ontario, mais peu importe, ça viendra au Canada. Mais je parle d'un gars qui fait de la radio, qui a ses auditeurs, qui est numéro 1, à Matane, ben, il a autant le droit que Paul Arcand ou que Mario Lirette de parole, parce que c'est un animateur de radio professionnel, et on se reconnaît entre nous. C'est ce que je veux qu'on fasse avec le club. Hey, c'est vraiment hot.
Je trouve ça trippant au bout, au bout, au bout. Hey, Mario, écoute, on a busté le show. Ça doit faire à peu près une demi-heure, 45 minutes qu'on parle. Le show était Eh supposé oui. finir à 9 heures, mais écoute, t'es là, puis c'est agréable, fait que je continue. Mais écoute, on va. Merci. Merci de ce généreux temps que tu m'as offert ce matin pour nous parler. On est tombé dans des confidences, on est tombé dans des rires, des pleurs, des joies. Sincèrement, moi, je t'ai toujours trouvé un grand de la radio. Je le continue encore davantage à le croire aujourd'hui. Et merci de cette générosité-là aujourd'hui, Mario. Ben, je préfère être une légende qu'un monument à cause des pigeons, tant qu'on viendra. C'est quand, c'est quand tu veux, Patrick, je suis à ta disposition, en autant que faire se peut, la technologie ne m'embête pas trop. Ah, écoute, je pense que je vais envoyer un courriel à ton gars, puis je vais dire aide ton père, là. Ouais, c'est qui vient de me montrer comment ça fonctionne, un crise de téléphone. Mario Lirette, merci. Hey, Patrick Beauzette, merci à toi, et puis bonne continuité, puis surtout, lâche pas ton micro. Non. C'est ça qui te tient en vie, c'est ça Oui. qui nous tient en vie, puis c'est intéressant de voir qu'il y a encore de la passion dans ce que tu fais, puis dans C'est plusieurs fin, man. animateurs d'animatrices, c'est ça qui est le fun, et ça fait continuer de vivre le médium qui nous a bien servi, Oui. et qui est là pour servir aussi un large public, on le souhaite. Alors, c'est quand tu veux. Merci, à bientôt. Salut. Au revoir. C'est Mario Lirette. On va raccrocher le téléphone.